Bonjour, on va parler dans ce talk d'aujourd'hui des personnalités toxiques dans le monde du travail, comment les repérer et quelles pistes de solutions. Et aujourd'hui, pour ce talk, nous accueillons Madame Barbara Swigo, qui est auteure et consultante italo-française en RH et communication, spécialisée dans les dynamiques de pouvoir en contexte professionnel. Bonjour Barbara, comment tu vas? Bonjour Décora, je vais bien. Je dirais plutôt bonsoir, mais bon, je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Chez moi, il est 19. Ouais, c'est la même heure chez moi. Ah ben super, C'est par réflexe, en fait. Ouais, en effet. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être avec toi. On fait un pont, en fait, entre l'Afrique et l'Europe en parlant de ressources humaines et en parlant, comme tu as dit dans les débuts, de personnalités toxiques sur lesquelles, hélas, j'ai une certaine expertise. Donc, à toi la parole, au fait. ok, merci Barbara. Donc la première chose, euh, les personnalités toxiques, euh, quels dégâts ces prédateurs-là causent-ils sur la santé mentale, en général dans le Oh monde là du là, travail? oh là 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 là, ça coûte vraiment beaucoup. En effet, je vais te raconter comment je suis arrivée jusqu'ici à étudier au fait les psychopathes, parce qu'on est en train de parler de ça, tout en disant que je ne suis pas ni psychologue ni psychiatre, donc je pourrais dire des personnalités qui ont des traits de psychopathie pour être franc. Je me suis intéressée à ça au fait parce que j'ai vécu sur ma peau une expérience assez difficile avec une dirigeante avec des traits au fait de psychopathie. Donc c'est à partir de ce moment-là, je commençais à me questionner. Il fallait que je trouve des réponses par rapport à ça parce qu'il y avait un sens de honte, de culpabilité. Je voulais essayer de comprendre. C'est à partir de là, et donc je reviens après à ta question, que j'ai découvert en fait un monde, une immensité, pour ne pas dire un abîme. Parce que d'abord, je voulais souligner que l'étude des personnalités toxiques, c'est pas d'hier, ça remonte pas à hier, ça remonte à 1940. Donc on a déjà un bon bout de temps, presque 100 ans, avec les premiers ouvrages en langue anglaise, hélas, pas traduits pour l'instant ni en français ni en italien. On a des bouquins avec des titres formidables comme White Collar Crimes, les criminels en col blanc, The Mask of Sanity. Je suis désolée, mais il n'y a pas de traduit qu'en français, donc je laisse à toi de traduire. Donc, en fait, il y a une longue histoire sur les études des personnalités toxiques au boulot. Les effets sur la santé des gens sont dévastatrices parce qu'imagine-toi, tu te prépares le matin pour aller bosser, pour aller au travail, et au fait, tu te retrouves à te préparer pour aller à l'échafaud chaque matin de ta semaine pour tout le reste de l'année. Wow. Les études ont démontré une chose, que une large majorité de managers ont des traits de psychopathie. Évidemment, il y a différents degrés de psychopathie. Ok, on ne peut pas faire des généralisations. Je suis désolée, de temps à autre, je me perds avec le français, soyez clément. Je pense en D'accord, italien, je traduis en français. pas de problème. Euh, Merci. Mais au fait, les résultats sont des équipes carrément détruites. Surtout parce que on n'a pas moyen de contraster une personnalité avec des traits psychopathes. La première chose qu'il faut apprendre quand on a affaire avec un manager avec ces traits-là, c'est qu'on ne peut pas le changer, on ne peut pas le faire raisonner, on ne peut pas discuter de son comportement parce qu'il gagne tout le temps. Wow. Donc la seule chose à faire, hélas, là je suis tranchante, Décora. Je pense que dans ces talks, je pense que l'honnêteté intellectuelle doit être à la base de tout ça, sinon on va nulle part. Et donc la seule chose qu'on puisse faire, c'est de prendre conscience de cette personnalité très difficile et de mettre en place tout un tas de comportements
tactiques, si tu veux, que on peut voir par la suite. Le thème est vaste et immense, hein, en effet, hein. Il y a une grande étude sur le sujet des Corans. D'accord. Donc, vas-y avec toutes ces questions, parce que je peux continuer à longueur de journée ou de D'ac- soirée. D'accord. Euh, et donc, ça m'amène à une autre question que je me pose aussi, c'est que comment ces psychopathes-là d'entreprise arrivent, parce que on a discuté en préparant ce talk, euh, tu m'as fait comprendre que il y a quand même pas mal de psychopathes d'entreprise qui réussissent à être promus. Comment ça se fait? Alors là, il faudrait, il y a beaucoup il y a beaucoup de réponses Alors déjà, il faut faire une distinction, hein, parce que il y a une partie des entreprises où le manager qui est en tête, le patron, il est carrément lui, avec des traits de psychopathie. Alors tu sais, quand on dit, je sais pas, on dit que le poisson est pourri par la tête, non? Eh ben, tu Mhm. sais, avec à cascade, tous les autres managers, évidemment, ils ont forcément des traits très semblables. Ça, c'est une D'accord. généralisation, évidemment, mais c'est comme ça. Euh, D'autre part, il y a aussi un système qui permet, si tu veux, la rentrée de ces gens-là. Je vais te faire un exemple. Euh, Tu passes un entretien de travail. Alors, tu es quelqu'un qui travaille dans les RH. Tu cherches un certain profil professionnel. OK? Tu reçois un CV très bien écrit avec certains résultats qui sont mentionnés dans le CV. Tu vas passer l'entretien à cette personne et normalement, cette personne, elle se présente d'une façon incroyablement performante. Elle parle bien, elle a de la personnalité, il a du charisme, il t'impressionne. Parce que ces gens-là, ils sont très bien, très capables d'impressionner. Donc, ce qui fait que toi qui travailles dans les RH et que tu dois chercher vraiment quelqu'un de performant, tu te laisses entraîner par cette personnalité, évidemment. Tu restes, si tu veux, ébahi, épaté, tu dis, alors, je suis sûr que ça va être la bonne personne à embaucher. Mhm. Le problème, c'est qu'il rentre facilement dans les entreprises parce que, d'une part, il y a un manque de culture dans le monde RH, une manque de, plutôt, je dirais, de sensibilité sur le fait que souvent, montrer une grande compétence, un grand charme, pardon, ça ne signifie pas forcément être très compétent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, ils vont être embauchés, ils rentrent dans les entreprises. Dans les débuts, ils charment tout le monde, parce qu'ils ont en effet ce charisme euh, très évident. Et les dégâts se voient assez facilement, assez rapidement. Mais déjà, la personne est rentrée dans l'entreprise, elle a déjà fait des dégâts. Et les ressources humaines, tu sais, souvent on a tendance à dire, bon, écoute, on n'en parle pas, on le laisse faire. Mhm. Voilà. Donc, d'une part, ils rentrent facilement en entreprise parce qu'il n'y a pas la culture d'entreprise de faire de l'attention à ces personnalités-là. Donc, ça veut dire que euh, overconfidence, ça ne signifie pas forcément overcompetence. D'accord. Être très confiant, être très brillant, ça ne signifie pas forcément être très compétent. Et ça, c'est le piège dans lequel la plupart des gens tombent, déjà. D'accord. L'autre problème des Cora, c'est aussi que, alors déjà, je te parle, évidemment, moi je suis en Italie, j'ai travaillé également en France, mais bon, évidemment, il n'y a pas trop de différence dans cette culture européenne, tu vois. Alors déjà, souvent, les fameux tests que l'on passe, tu sais, les tests de personnalité que l'on passe dans les entreprises, ne sont pas forcément visés à reconnaître des traits de psychopathie. Les tests de D'accord. personnalité sont faits des Cora pour, je ne sais pas, voir si tu es extraverti, introverti, comment tu gères Mhm. les équipes. Mais le test de psychopathie qui existe, qui a été inventé par
un psychologue canadien qui s'appelle Robert Hare, qui date de 1980. Ça existe, ça doit être fait déjà par un psychologue, pas par n'importe D'accord. qui, mais c'est pas fait. C'est pas fait au niveau des entreprises. Donc forcément, le problème, on le trouve quand le mec ou la dame, la personne est déjà rentrée dans l'entreprise et a fait ses dégâts. Et là, D'ac- on sait pas quoi faire, en effet. D'accord. Donc en fait, en gros, donc ils arrivent à grimper en hauteur dans Facilement, les échelons facilement parce qu'ils ont ce charisme-là. tout à fait. Euh, et donc, est-ce que ce charme-là est la seule caractéristique d'un manager qui a ces tendances-là psychopathiques? Alors, il y en a beaucoup de caractéristiques, si tu veux. Ben déjà, ce charme-là, qui est très superficiel d'ailleurs, parce que si tu commences à creuser, il n'y a pas trop de substance. Ils ont d'autres caractéristiques. Normalement, c'est des grands menteurs. C'est D'accord. vraiment des menteurs pathologiques. Ils ont cette capacité de mentir. Mais ils sont pas, alors, d'après mon expérience, ils sont pas aussi intelligents que ça. Parce que, d'après moi, pour mentir, ça demande beaucoup, beaucoup de mémoire. Parce que, en effet, si tu mens et à un tel, tu dis une chose, à un tel autre, tu en dis une autre. Et à une troisième personne, tu dis encore autre chose, eh bien, il faut se rappeler exactement, Oui, ce tu vois qu'on ce a que je dit veux à dire, à chacun, ouais. qui, voilà, c'est pas évident. Mais ils ont cette capacité aussi de se rapporter avec les gens d'une façon très différente. C'est-à-dire qu'avec la haute dirigeance, ils se comportent d'une telle façon. Ils sont D'accord. charmants, ils sont bienveillants, ils sont sympas, tu vois. Et donc, ils choisissent les différentes personnes avec lesquelles mettre en place un comportement plutôt qu'un autre. Et ils essayent toujours de ne pas faire communiquer les gens entre eux pour qu'ils commencent à avoir des doutes sur cette personne. Donc, ils ont aussi une grosse tendance à isoler les gens. Évidemment, on parle d'un dirigeant, un manager, donc qui a une certaine influence, un certain pouvoir sur certaines personnes, d'accord? Donc c'est vrai, donc ce que je te disais, ils montent à c'est des menteurs exceptionnels. Ils ont cette capacité de mentir et une autre grande capacité, et là c'est vraiment, certains ils sont des génies, ils savent piquer très bien le travail des autres et s'en prendre, ils se prennent les mérites du travail des autres. Donc, face à la direction, c'est toujours eux qui ont géré tout ça avec une intelligence incroyable. Et ce schéma de comportement, c'est incroyable, tu le vois partout. Partout, c'est le même schéma. Ah, T'en vois un, tu reconnais les autres. Qu'ils soient en ah, plus blanc, noir, jaune ou vert, mais c'est exactement la même chose. Donc, alors, il faut dire qu'ils ont une capacité, une intelligence sociale quand même très élevée. d'accord. Parce qu'ils savent très bien voir une personne, la reconnaître, voir surtout ses faiblesses. Parce qu'ils vont Mhm. travailler sur les faiblesses des gens. Et là, sur ça, il faut rien dire parce qu'ils ont cette intelligence sociale et relationnelle très élevée. Mais si tu creuses, il y a quand même un gros vide dans la plupart de ces gens-là, une forte tristesse. C'est-à-dire que le travail devient le seul moyen avec lequel ils essaient de réaliser leur vie dans la plupart des cas. Donc forcément, ils foncent sur le travail et le reste de leur vie, euh, vie sociale, vie de famille, il y a pas grand-chose. Ça, en général, évidemment, en général, d'accord. Mais il y a beaucoup, beaucoup de cas que j'ai étudiés. Je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Charismatic Psychopath, The Dark Side of Charisma, où j'ai pris tous les cas de figure de psychopathes dans le monde, vraiment partout dans les 5 continents,
Et j'ai raconté ces histoires-là, mais il y a toujours ce chemin de comportement commun dont je te parlais auparavant. Donc, en Ah, effet, t'en vois un, tu le vois tous les autres. Bon, ça, c'est déjà un bon côté, non? Tant que tu reconnais les autres automatiquement. oui, oui. Évidemment, il ne faut pas tomber dans le piège des généralisations, hein, évidemment, Mhm, je parle mhm. pas. Mais Ouais, bon, plus ou moins le cas de figure est celui-ci. d'accord. Et d'après toi, pourquoi on confond souvent justement cette assurance-là et cette compétence, la compétence? D'après toi, d'après ton expérience en tant qu'experte en RH, pourquoi ça arrive? Parce qu'ils font pas beaucoup de vérifications. Normalement, les ressources humaines, je veux dire, ils lisent un CV et ils le prennent au sérieux. Il n'y a pas de vérification. Ils vérifient pas, par exemple, je ne sais pas comment on dit, les références. On dit oui, les Mhm, références. mhm. C'est-à-dire, donne-moi le nom des gens avec qui tu as travaillé C'est auparavant, parce ça. que je voudrais bien voir. Ça, on le fait pas vraiment. Et donc, tu te trouves face à un CV, tu peux écrire vraiment n'importe quoi, passer ton entretien, être performant, être charmant, et voilà, l'autre il reste complètement ensorcelé et il dit Mhm. voilà, je trouvais la bonne personne. Donc à la base, les ressources humaines ne font aucune vérification du CV. Et d'ailleurs, D'accord. on a tout un tas de cas dans l'histoire déjà connus dans le monde qui nous racontent ça. Donc il y a pas de contrôle. Il n'y a aucun contrôle. C'est OK, ça le vrai problème. d'accord. Euh, En fait, aussi, lorsque il y a aussi, bien sûr, c'est vrai qu'il y a cet aspect de manque de contrôle, mais il y a aussi un aspect culturel, en fait, qui valorise ces traits-là, ces traits de Hmm. personnalité. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Un aspect culturel, tu as parfaitement raison, parce que regarde un peu ce qui se passe avec les Epstein Files, les fichiers Epstein. Mais c'est exactement la même chose, c'est des gens performants, c'est des gens qui arrivent d'un certain niveau, qui ont un certain charme culturel. Et donc, si tu veux, il y a cette tendance à... Je te fais un exemple. Euh, je te l'explique par un exemple pratique, comme ça c'est plus facile. Euh, tu as, tu as deux personnes qui passent deux entretiens de travail qui ont des personnalités complètement différentes. Et on revient toujours au même discours que je te faisais auparavant. Il y a la première personne qui a un très bon cursus d'études, un très bon cursus professionnel, mais qui est très calme, qui est humble, En avant. qui n'aime pas se montrer, voilà, tu vois, Mhm. et qui donne des résultats, qui a donné des résultats. Et tu as une autre personne qui est complètement à l'opposé. Les ressources humaines tombent dans la plupart du cas dans le piège de ne pas considérer la personne humble qui se montre pas, qui aime pas se flatter, hein, Mhm. elle va devenir l'humilité. On a tendance à penser à être humble comme une forme de faiblesse. Mhm. Si tu es humble, D'accord, tu es faible. Et donc on tombe dans ce piège-là. d'accord. Donc, au fait, c'est ça la raison pour laquelle ce comportement, cette tendance à prendre des gens qui se révèlent au fait d'être des personnes problématiques, a tendance à se répéter beaucoup de fois. Je te fais un exemple. Il y a un professeur universitaire, il me semble anglais, il s'appelle Cliff Barry, qui a écrit un bouquin avec le titre Corporate Psychopath, donc il est dans le plein du sujet, qui a raconté lors d'un interview que il a eu une révélation, évidemment il ne pouvait pas citer la source,
Lors de la dernière crise économique mondiale, une banque importante, une banque mondiale dont on ne connaît pas le nom, le critère de sélection du haut management était sur la base de la psychopathie. Pourquoi un psychopathe, il est favori à un certain niveau? Parce qu'il a le courage de, de faire des choses qu'une personne normale ne ferait pas. Les Epstein Files nous racontent cette histoire-là. Le courage de faire quelque chose que quelqu'un de bien, une personne normale, ne pourrait pas faire. Elle ne pourrait pas dormir la nuit, tu vois. Mhm. Donc ça, c'est un critère de sélection qui devient important pour prendre des décisions très difficiles, dans laquelle la morale, il faut vraiment la mettre de côté. On ne peut pas avoir de morale pour certains discours, pour certains choix. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Mhm. Donc, c'est un bon critère, la psychopathie ou des traits psychopathes, pour certains niveaux de management, de dirigeants. Tu vois? Mhm. Parce qu'ils n'ont pas de règles, parce qu'ils n'ont pas de morale, parce qu'ils font tout ce qu'ils doivent faire pour atteindre un certain objectif. Et ça, des Korars, ça se trouve partout dans le monde. Il n'y a pas de, il y a pas d'histoire, ok? Il y a pas, on n'a pas ni blanc, ni rouge, ni vert, ni rose. Ça, c'est à n'importe quel niveau. Donc la situation est plutôt difficile à gérer, en effet. Difficile à gérer. Évidemment, il y a aussi quand même des très bons patrons Mhm. qui ont un fort sens de responsabilité. Bien sûr, là, on parle par généralisation, mais aussi ce qu'on se disait quand on s'est rencontrés. Les faits qui sont en train de se produire dans cette période historique particulière, il ne faut pas penser qu'elle soit là-bas et qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas d'influence sur notre quotidien. Ces gros managers psychopathes, ils ne sont pas seulement à des très hauts niveaux des entreprises, mais ils se trouvent partout, partout. Donc, c'est ça la raison pour laquelle il faut en parler. Mhm. Mais tu sais, le fait d'en parler, ça ne signifie pas avoir la solution au problème. Et je je veux pas passer par une pessimiste, mais il n'y a pas la solution. La solution, ce serait d'évisser la tête des hauts dirigeants et en visser une autre. Donc ça, c'est pas clair. Mais déjà en prendre conscience et savoir que le mérite, la méritocratie, le fait d'avoir un très bon CV, de bosser bien et d'avoir un comportement très sérieux ne te permet pas forcément de réussir ta carrière professionnelle. Ça, c'est important, important de le dire. D'accord. J'espère avoir répondu à ta question. Ouais, c'est parfait. Euh, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est parce que tu as dit que cette thématique-là de personnalité toxique, la littérature, elle existe plutôt euh, dans le monde anglophone. Et est-ce que tu Voilà. sais pourquoi on n'en parle pas dans d'autres littératures, d'autres langues? Je pas encore la réponse. Peut-être que entre-temps qu'on parle, les bouquins ont été traduits, mais imagine-toi les tests que je cite des années 40, après des années 90, ont été écrits tous par des anglophones. Et je n'ai pas encore trouvé actuellement la traduction, comme je te disais, ni en italien ni en français. Je pense que c'est un thème plutôt difficile à traiter. D'accord. Je pense que, il y a, tu sais, en Italie, on dit cacher la poussière au-dessus du tapis, Sous je ne le sais pas. tapis, ouais. Sous le tapis, voilà, sous Ouais. le tapis, ouais, on dit aussi en français. Mhm. Et je pense que c'est un thème dont on ne veut pas parler. Il y a un autre sujet, Décora, qui me vient à l'esprit. Et c'est au fait, imagine-toi, alors depuis les années 2000, plus ou moins, oui, donc ça fait déjà 20, 25 ans, imagine-toi toute la littérature qui est sortie à propos de la bonne leadership, tous les cas de figure des managers, des leaders avec une certaine éthique et tout ça, comment devenir tout ça. Alors,
je me demande, je me suis posé la question pendant que j'étudiais donc ce thème-là, je me suis posé cette question, j'ai dit, mais comment ça se fait qu'avec toute cette littérature incroyable sur la gestion des équipes, la gestion d'entreprise, la leadership, machin et trucs, est-ce qu'il y a vraiment, comment ça se fait que dans la réalité de fait, on se trouve à parler de ça? Donc il y a un gap entre les deux. Mhm. Donc on on promet une chose en mettant en place un certain comportement, mais les résultats ne sont pas forcément les bons parce qu'on a affaire avec l'esprit humain, avec une Mhm. mentalité d'entreprise qui est complètement différente. Donc, la littérature, ça reste la théorie, Mhm. bien loin de la pratique de la mise en place, qui n'existe absolument pas. Alors, je ne sais pas D'accord. qu'est-ce que tu en penses de ton point de vue en Afrique, de mon point de vue européen. Il y a pas vraiment une pertinence entre la littérature et la mise en place de bonnes best practice. Mhm. Mhm. Ouais, Il y a un écart, oui, forcément. ouais. Tu vois, C'est c'est un pas tout sujet pareil. important. C'est un sujet important dont il faut parler. Et c'est vrai que c'est, bon, je dois avouer que on n'y pense pas tout de suite. Non. C'est pas quelque chose qui vient spontanément. On n'y pense pas tout de suite. Et c'est intéressant de voir aussi, bon, c'est intéressant, mais aussi un peu triste de voir que ça existe un peu partout. C'est assez dommage. C'est assez C'est dommage. absolument triste, c'est absolument triste. Ouais. Parce que imagine-toi tous les livres tous les bouquins de leadership. Alors, le typique leader, c'est qui? Alors, c'est quelqu'un de très humble, c'est quelqu'un qui aide les équipes, c'est quelqu'un de transparent. D'accord. Alors, on prêche la transparence. Mhm. On prêche la transparence. Alors, je voudrais bien savoir dans ton audience qui écoute ce podcast, qui a trouvé un chef, un patron qui prêche vraiment la transparence, qui aide les équipes et tout ça. Mais je peux parier qu'on n'en trouve pas. D'accord. Parce que, et comme je te disais avant, aussi le fait d'être humble, ça correspond dans la plupart des cas à être un perdant. D'accord. Tu es humble, tu es un perdant. D'accord. Alors que l'humilité, être humble, ça signifie avoir une force d'âme assez incroyable parce qu'on n'a pas besoin de montrer qui on est Mhm. à tout le monde. Ouais. Donc, en effet, je te conseille de lire The Seven Rules of Power Green. de Jeffrey. Ah, d'accord. Je vais te le marquer parce que c'est un Oui, nom en on anglais va. Ouais. incroyable où il va démonter pièce par pièce tous les fausses idées sur la leadership qui ont été vendues, qui ont engendré des chiffres d'affaires millionnaires sur la leadership, mais au niveau pratique, tu mets ça en marche, tu appliques ce qui a marqué dans les bouquins de leadership, c'est sûr que tu vas te virer au bout de quelques temps, hein. Ah. Parce que ça colle pas à la vérité des entreprises. Ah, Non, d'accord. c'est triste, Ouais, c'est c'est triste, triste. Ouais. en effet. Et donc, comment maintenant, parce que si, lorsque ça arrive qu'il y a un manager, un responsable toxique, comment on fait, quelles sont les pistes de solution? Comment reconstruire une équipe après ce genre de toxicité-là? D'accord. Alors déjà, comment se reconstruire nous-mêmes? Parce que ça a été mon parcours. Alors, avant de parler des équipes, je te parle aussi de la personne, parce qu'en effet, on regarde la personne elle-même. Mhm. Alors, tout d'abord, euh, il y a différents conseils. Je j'aime pas dire je donne des conseils, mais donner des idées plutôt. Ok? Alors, imagine-toi que tu as affaire avec un manager toxique tous les jours. Tu comprends en effet qu'il est comme ça. Et évidemment que tu peux pas le changer.
Alors, tout d'abord, une chose importante avec ces gens-là, c'est limiter la communication au strict nécessaire. C'est-à-dire, tu passes une réunion avec cette personne, tout doit être écrit par la suite. Comme convenu, comme décidé durant la réunion, voilà les points qu'on doit développer. Parce que ces gens-là, ils aiment bien confondre les idées. Et comme je te disais, c'est des menteurs, c'est des menteurs Pathologique. euh, pathologiques, voilà. Ok. L'interaction doit être donc limitée. Il faut toujours que il faut toujours qu'il y ait quelqu'un d'extérieur, donc qu'il n'y ait jamais une confrontation directe avec cette personne. Autre chose, comme ils sont très intelligents, comme je te disais, à détecter la personne, à la comprendre, ils ont cette intelligence sociale qui est très développée. Une chose importante, c'est qu'ils fouillent partout les infos qu'ils peuvent chercher sur toi. Et je te le dis parce qu'ils vont chercher sur les réseaux sociaux qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux pas, comment tu te, tu te relationnes avec le monde numérique, digital, je ne sais pas comment on dit. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important, mais ça doit être valable pour tout le monde. Utiliser les réseaux sociaux avec beaucoup de bon sens parce que c'est quelque chose qui peut se retourner complètement contre toi. D'accord. Et le dégât puis ça dépend aussi de combien de temps tu passes avec un manager psychopathe. Donc, tu nous expliquais au départ, tu expliquais que il faut faire très attention à ce qu'on diffuse sur les réseaux sociaux et que généralement les personnes toxiques ont souvent tendance à chercher, euh, à creuser pour connaître les faiblesses. Et dans quelles autres tactiques, actions tu recommandes? Alors ça, tu sais, au-delà du fait, ce qu'on disait avant, donc ne pas divulguer trop d'informations sur nous, sur les réseaux sociaux, ne jamais rester seul avec cette personne-là, ne pas penser qu'elle va changer de comportement, ne pas essayer de penser qu'elle va de la changer, parce on peut changer personne. Je pense que la chose la plus importante, c'est le travail qu'on doit faire sur nous-mêmes. Parce D'accord. que, tu sais, quand tu passes à travers une expérience aussi forte, parce qu'on ne peut pas le Mhm. nier, il reste quand même une trace très profonde en toi. Ça, c'est D'accord. le sens de honte, le manque de confiance en l'humanité, parce que tu te dis, tu commences à généraliser, tu dis, si je suis passé avec une expérience comme ça, je peux en trouver d'autres. Mais tu sais, le travail, et je te parle de mon point de vue personnel, Mhm. évidemment, le travail que j'ai dû faire, et ça a été la chose la plus difficile au monde, ça a Mhm. été développer la bienveillance. D'accord. Alors, c'est difficile. La bienveillance n'a aucune racine religieuse. Je la vois plutôt comme style de vie. C'est-à-dire que tu dis, si cette personne est arrivée à avoir ce comportement-là, ça veut dire qu'elle a quand même une histoire, elle a quand même des douleurs, elle a quand même des choses qui n'a pas réglées dans elle-même. Et quand tu développes la bienveillance, tu es sauvé. Parce que la bienveillance, ça te permet de ne pas être rancunier. Et quand tu n'as aucune rancune, mais ça en général dans la vie, vis-à-vis d'une situation, et tu essaies d'en tirer une leçon, un enseignement, même si ça a été un parcours très difficile, très dur, très douloureux, parce qu'on parle de ça, si tu arrives à trouver l'enseignement pour toi et te dire, ne serait-ce que se dire, ok, j'ai dépassé ça, je suis encore debout, Mhm. ok, je suis pas rancunier. Déjà, c'est une grande leçon de vie qui t'a appris à devenir encore plus fort. Donc la bienveillance, c'est le véhicule qui te permet aussi de garder, si tu veux, Décora, une certaine distance entre toi et l'événement. Pas D'accord. entre toi et la personne, entre toi et l'événement. Et D'accord. ça te permet de te libérer
plus facilement de ce fantôme, parce que ça devient un fantôme. Mais ça, si tu penses à n'importe quelle expérience de vie, non, que nous tous, nous vivons dans notre vie, une expérience évidemment qui a été très douloureuse, ça devient un fantôme dans notre vie. Il nous poursuit dans le temps. Et développer la bienveillance, ça signifie quelque part faire disparaître ce fantôme et dire voilà, j'ai vécu ça a été très douloureux, maintenant je suis encore debout, je suis encore en bonne santé mentale, ok, je suis prête pour le next step. Et ça, c'est très important. Autre chose, ce qui m'a beaucoup aidé, j'ai découvert par hasard la philosophie stoïcienne. Ah, Voilà, je ne sais pas si on en... oui, stoïcisme, oui, oui, voilà, voilà. euh, Marc Aurèle et tout ça, Voilà, ouais, voilà, voilà, en effet, épithète, épithète. epithectus, je ne sais pas comment on dit en français. Donc, la philosophie stoïcienne est celle qui a permis à Nelson Mandela de supporter ses 20 ans et plus de prison. Mhm, mhm, Donc, ça te permet vraiment de te ressourcer, trouver les ressources en toi-même et comprendre que la réalité est telle seulement en fonction de l'image que tu te crées de cette réalité. Donc, tu peux tu peux pas changer la réalité extérieure, mais mhm. tu peux changer l'idée que tu t'es faite de cet événement-là. Par exemple, se dire, comme je te disais tout à l'heure, ok, ça a été très dur, très douloureux, Mhm, très prouvant, mhm, mais je suis une personne meilleure. Mais cette personne, en quelque manière, m'a appris quelque chose de bon. M'a appris mhm, quelque chose de bon. mhm. Déjà, ne serait-ce qu'à ne pas devenir comme elle. C'est déjà quelque chose de bon. Ouais, Alors ça, c'est vraiment, ça te sauve. Donc la philosophie stoïcienne, ça te permet de comprendre qu'on ne peut pas contrôler la plupart des choses, la plupart des événements ne sont pas sous notre contrôle, mais on peut contrôler notre perception de la réalité. tout à fait. Ok, voilà. Lorsque tu parlais, ça m'a fait penser à un proverbe indien qui dit que chaque personne qu'on rencontre dans notre vie est, entre dans notre vie pour nous apprendre quelque chose. Tout à fait. C'est très intéressant. Tout Et à fait. aussi, il y a ça et bien sûr, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, évidemment. Voilà. Il y a ça, il y a ça et devenir une meilleure personne. Oui, Oui, ça, parce que tu peux pas éviter tu peux pas les éviter, c'est les chagrins de la vie. On ne peut Mhm, pas éviter la douleur, on ne peut pas éviter la souffrance, c'est ce que la philosophie stoïcienne nous apprend. On ne peut pas l'éviter, ça fait partie du parcours de vie de chaque personne sur cette terre, mais on peut changer notre vision des faits. Et alors, euh, j'ai eu un regard de bienveillance vis-à-vis de cette personne. J'ai développé. Et quand tu arrives à le développer avec une personne, c'est un copier-coller. Donc, tu arrives à le faire à tout le monde. Tu arrives à dire, ah, de toute façon, pour m'avoir fait autant de mal, elle doit avoir une bataille intérieure énorme. mhm, Donc, à son tour aussi, elle doit souffrir, cette personne-là. Et donc, et il y a toujours un moyen pour s'en sortir, pour être mieux. Et qu'est-ce que tu disais avant? Je me souviens pas. En Italie, on dit ce qui nous tue pas nous le rend fait plus mettre du fort. poids, quelque chose. Ah, Ah voilà, d'accord. voilà. Chez nous, ça nous fait grossir en Italie, si ça nous Ah, tue. d'accord, ok. Ah, on a appris Tu quelque vois? chose. Ouais. Voilà, en effet. Donc, je veux pas dire, je veux pas parler avec des tons spirituels, voire un don en tout ça. Je veux pas. Si on pouvait éviter ça, si on pouvait éviter toute cette souffrance, ce serait bien. Mais bon, l'accueillir, dire voilà, je suis une personne meilleure, je pense que c'est la plus grande, bon, si tu veux l'appeler vengeance ou réussite, je dirais, la plus grande Mhm. réussite de ta vie. Voilà, absolument. Ouais, ouais. Et donc, là, tu nous as donné quelques pistes très intéressantes qu'on peut appliquer évidemment pour même carrément dans toute sa vie. Euh, Absolument.
Mais y a-t-il certaines spécificités euh, concernant le monde du travail en tant qu'employé? Y a-t-il des choses très, aussi des pistes très spécifiques dans le cadre du travail, en plus de bien sûr rester très professionnel, toujours tout mettre par écrit? Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qu'on doit... Tu entends dire que pour réussir dans sa vie professionnelle, si on a une piste hein, là-dessus. Mhm. Alors déjà, on va un petit peu démonter le mythe de la leadership, on l'a déjà démonté. Alors je crois D'accord. que la chose la plus importante, alors moi j'ai essayé de rester moi-même, ok? Donc bah, j'ai un caractère qui, j'aime pas me montrer, ok? Donc c'est un peu plus difficile pour moi, si je parle pour moi, par rapport à quelqu'un qui aime bien se montrer, à faire, euh, à s'exhiber, à exhiber ses résultats. Mais je trouve qu'au-delà de ça, je pense que la bonne piste, c'est rentrer dans une entreprise avec un certain état d'esprit, c'est-à-dire tu n'es pas en famille, tu es dans une entreprise. Ça veut dire que les rapports doivent être amicaux, tu dois avoir un rapport amical avec tout le monde, mais Mhm. pas forcément devenir ami. Parce que D'accord. là, ça ouvre la porte à la confidence, à Mhm. l'histoire de ta vie que tu vas raconter. Tu le sais mieux que moi, je veux dire, tu le racontes à un, et après tout le monde le sait. Mhm. Donc, selon moi, c'est maintenir un rapport très professionnel, ce qui ne Mhm. veut pas dire que avoir des amis, créer des amitiés, ça peut arriver aussi dans une entreprise, mais ça doit pas être la règle, ça doit être une exception. D'accord. OK? Mhm. Donc, aussi maintenir une certaine distance, c'est-à-dire ne pas trop raconter sa vie. On revient au même discours qu'avant. Mhm. Donc, ne pas la divulguer sur les réseaux sociaux, ne pas la raconter, ne pas raconter sa vie et ses machins, ses chagrins. Aujourd'hui, tu es copain avec un collègue, demain, on ne sait pas ce qui va se Mhm. passer. Donc, rester toujours professionnel et je dirais plutôt aussi également avoir quand même, alors faire aussi du réseautage. Faire aussi du D'accord. réseautage. Faire du réseautage, ça signifie quand même de faire, parce qu'évidemment ça peut être mal interprété, j'en suis consciente, mais avoir des bonnes relations avec toute l'entreprise à n'importe quel niveau hiérarchique, ça devient fondamental. Surtout pour quelqu'un qui n'aime pas trop s'exhiber, ok? Mais je pense que c'est de fondamentale importance. De toute façon, tu sais, on a, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu les gros corporations américaines qui ont pris pied partout, si tu veux, dans le monde, on a Ouais. un petit peu divulgué cette idée que l'entreprise, c'était une grande famille. Et Mhm. les gens ont commencé à se comporter de cette façon-là. Je crois que là, maintenant, en 2026, surtout face à ce qui se passe dans le monde actuellement, on Mhm. doit quand même changer complètement d'avis. Quand tu rentres dans une entreprise, t'es pas en famille, tu vas bien faire ton travail, tu gardes des distances, tu essaies de pas trop raconter de toi, évidemment, je ne veux pas devenir extrémiste, évidemment, mais raconter le juste. Mhm. OK? Et faire quand même un bon réseautage de qualité. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ce sont des conseils ouais, pertinents, je dirais. Ouais. Merci. Euh, donc là, on a vu cet aspect individuel, aussi des pistes de solutions. Est-ce qu'il y a des pistes que tu donnerais qui devraient être adoptées par certaines entreprises? Est-ce qu'il y a une sorte de... Est-ce qu'il faut mettre en place une autre culture, une autre politique, mettre en place certaines choses pour que ce problème n'arrive arrive le moins possible?
Comme je te disais avant, je veux pas passer pour une pessimiste, mais je suis peut-être réaliste et je te disais dans les débuts qu'il faudrait vraiment dévisser la tête des gens et en visser une autre, ce que je pense Ah, réellement. Mais tu sais, mon idée, l'idée au fait que je développais est la mhm, suivante. À part certaines entreprises évidemment qui marchent super bien. Nous, on a des Italiens en Italie, des entreprises vraiment, en plus avec le patron qui est avec un patron et qui sont des exceptions, ok? Mais ma question, mon point d'interrogation est, est-ce que si on favorise un mauvais comportement, est-ce que ça veut dire que quelque part on y gagne? Tu vois ce que je veux dire? Si mhm, c'est tellement répandu, mhm. donc il doit y avoir un gain quand même, Ouais, ok? ouais. Donc honnêtement, j'ai pas de réponse à ta question, mais j'ai une autre question qui se pose, c'est-à-dire, est-ce que ça convient à quelqu'un ou à beaucoup de gens que si ce comportement il se perpétue un niveau assez impressionnant, est-ce qu'il y a une certaine convenance? Je ne sais pas. La question reste ouverte. J'espère que dans ton audience, il puisse y avoir une réponse sage et qu'il puisse vraiment nous donner une espoir. Parce qu'en effet, la situation est un peu tristouillette, je dirais. Ouais. Ah, d'accord. Ok, ok. Donc, je pense on a abordé pas mal de thèmes. Hum, et donc, est-ce que tu as déjà, je pense pas, mais je demande quand même, est-ce que tu as déjà essayé euh, en fait, d'agir comme une consultante qui essaie de régler, d'avoir essayé de régler ce genre de problème dans une entreprise? Non, je pense pas. Pas encore? Non, Non, pas encore. non. Mais D'accord. j'observe beaucoup Mhm, et j'essaye non, pas encore. Et je pense que ça doit être un sacré travail. C'est-à-dire que à partir du moment où on te demande ça, tu dois essayer surtout d'être un bon psychologue, d'être un bon, d'avoir une grande capacité d'observation et de voir surtout au niveau du haut management quelle est vraiment la tendance. Parce que c'est là qu'il faut regarder. C'est à mhm, partir du haut management. Normalement, quand je suis rentrée enfin, dans différentes entreprises, je regardais toujours qui était à la tête de la pyramide. mhm, Je focusais l'attention sur lui, sur ses comportements, sur ce qu'il disait, parce que mhm, forcément, à partir du patron et de sa mentalité, tu comprendras la mentalité des gens qui en cascade vont mhm, arriver. mhm, Donc c'est à partir de là. Donc à chaque fois que si je dois donner aussi un avis, un point de mhm, vue pour ceux qui cherchent, qui sont en train de chercher du travail ou quand même qui veulent changer de place de travail, regardez toujours, allez faire des études sur qui est le patron, qui est le PDG, qui est le CEO de l'entreprise et à partir de là, vous vous faites une idée assez plutôt claire de comment elle tourne l'entreprise, quelle est la façon de penser. Donc ça, c'est une bonne piste à suivre, d'après moi. Évidemment, ça donne pas, on n'a pas la boule en cristal, ok, mhm, mais quand mhm, même, étudier dans le détail, dans le maximum possible, comment il est ce patron-là, mhm. tel type de patron, ça nous aide aussi à comprendre l'esprit de l'entreprise. D'accord. OK. Et donc, apparemment, tu écris tu es en train d'écrire un livre à ce sujet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Voilà, donc j'espère le finir d'ici la fin de l'été. Donc le titre c'est, ouais, je le dis en anglais, donc j'essaie de le lire en français. Euh, Psychopathe charismatique, le côté sombre du charisme. Voilà. Donc comme je te le disais dans les débuts, je suis en train d'étudier tous les cas de figure de patrons avec des traits sombres, je dirais. Mhm, Je les ai vraiment trouvés partout dans le monde
J'ai étudié aussi le Canada, l'Afrique, l'Europe, euh, les États-Unis. Ben, ils sont vraiment partout. Le comportement, comme je te disais, il connaît, ça suit un chemin bien précis, Mhm. d'accord? Et comme on a fait dans cette interview, je donne pas de solution réelle, parce qu'en fait, c'est une, c'est un panorama de la situation professionnelle partout dans le monde. Et je reviens sur moi-même en disant, il faut seulement, enfin, je crois que la chose la plus importante, c'est d'être conscient de la réalité des choses, ne pas se raconter des mensonges, les mensonges qui nous ont racontés pendant 20 ans dans Mhm. les cours, dans les livres de leadership qui ne correspondent absolument pas à la réalité. Et je crois que la seule chose la plus importante, c'est de prendre conscience qu'on est, moi je dis toujours, je médite chaque matin et je dis, I am more than my physical body. Je suis beaucoup plus que mon corps physique. Je D'accord. suis un esprit, je veux être un esprit bienveillant et je peux dépasser toute épreuve terrain, de vie. Voilà. Donc, D'accord. je pense qu'il faut revenir sur notre potentiel pour trouver de la paix quand on vit des situations professionnelles comme ça qui peuvent vraiment nous changer le cours de notre existence. Parce que moi, je parle depuis mon expérience personnelle, mais il y a des cas encore plus euh, durs et sérieux qui ont vraiment, véritablement dévasté les gens. Donc, qui Mhm. ont vraiment tué l'esprit des gens. Donc, mais il y a toujours, on a vraiment beaucoup plus de ce qu'on pense être. On a des ressources intérieures qui sont incroyables. Donc, la vraie piste, c'est la grandeur de l'esprit humain dans laquelle je crois fortement. Voilà. Super. Et donc, c'est sur ces mots empreints de sagesse qu'on va Merci. terminer ce talk. En tout cas, merci Barbara Merci à toi. pour ce talk très intéressant. On est allé même dans la philosophie, dans le stoïcisme. C'était très intéressant. Et c'est un thème dont il faut parler. Et je pense que ça va apporter beaucoup de choses. Et j'espère que l'audience en retirera quelque chose. Et on va bien sûr ajouter euh, tes Bien. profils, tes profils sur les réseaux sociaux pour que si des gens ont besoin de mieux Ok. comprendre certaines choses, et on attend bien évidemment ton livre qui va sortir bientôt, je pense. Absolument. D'accord, donc c'est un petit peu ça. En tout cas, merci Barbara encore une Je ne fois. sais pas, on va voir. On va Ouais, voir. on va voir. OK, donc merci. Et donc, je Merci à toi, vous Desmond. dis à très bientôt pour un autre épisode de Africa Executive Podcast. Et je vous dis donc ciao, ciao.